Pour ceux qui n'ont pas les super pouvoirs dont peut s'enorgueillir le chocolat, il reste au choix la force de ses bras, que l'on sait décuplable façon Hulk, à la seule idée qu'on participe à quelque chose de plus grand que soi, ou la baguette magique, façon la marraine l'a fait de Cendrillon, capable de transformer donc un carrosse en citrouille. Nos 3 prochains invités ont un peu de tout ça. Je vous laisserai définir quoi. Je vais appeler à me rejoindre sur scène Faustine Calvarin, cofondatrice de Bisque, Charles Christori, cofondateur du Fourgon, et Romain Jolivet, CMO de La Vie. Ouais, merci. Ouais, on a interverti du coup avec les photos, mais c'est bien, voilà, vous avez reconnu, de toute façon il y a les images. Vous vous êtes reconnu dans le Hulk, la marraine l'a fait? Pas du tout, hein. Il fallait tenter un truc. Faustine, je commence par vous. On connaissait les fruits et légumes moches qui ont été mis en lumière par la publicité récemment. On connaît aussi les applis anti-gaspi, Too Good To Go, pour n'en citer qu'un. Bisque, ce serait un petit peu le mariage, grosso modo, des deux, puisque vous rachetez aux producteurs des fruits et légumes hors normes pour les remettre en circulation, pour les revendre à la restauration collective. Comment est-ce qu'est né ce projet? Alors, on m'entend? Oui. Alors oui, je vais juste commencer par un petit chiffre parce que je le trouve extrêmement important. C'est 14 000 tonnes par jour, 28 millions de repas quotidiens qui sont gaspillés en France, en amont de la filière, c'est-à-dire chez les producteurs et les industriels. Et en fait, ce chiffre est extrêmement important parce que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Alors, il y a beaucoup d'initiatives chez nous, dans les grandes distributions, mais en fait, on en oublie que 53% du gaspillage, il a lieu bien avant, et avant même que les produits arrivent sur le marché. Donc, en fait, c'est 14 000 tonnes par jour de denrées qui sont gaspillées, donc qui sont consommables, mais qui n'arriveront jamais sur le marché, et pardon du terme, pour un délit de sale gueule. Concrètement, c'est des produits qui sont trop gros, trop petits. C'est un fromage qui n'est pas parfaitement rond ou qui a un demi-centimètre de haut d'un côté plus que de l'autre. C'est de ça dont on parle. Et en fait, ce sont toutes les filières alimentaires qui sont concernées. Donc la genèse, c'est qu'en fait, moi, je viens du milieu de l'agroalimentaire. Je suis une ingénieure qualité. Et en fait, j'ai fait des constats qui sont dramatiques dans le métier. Et c'est là où j'ai rencontré mon associé et on s'est dit, OK, il y a quelque chose, il faut faire quelque chose. Et donc, c'est comme ça qu'on a lancé Bisque il y a 5 ans. Et en fait, j'aime bien le dire comme ça, mais j'ai rien inventé en réalité. J'ai juste remis au goût du jour quelque chose qui se fait déjà. Et en fait, le glanage. En fait, on est un peu le glaneur des temps modernes. C'est-à-dire, on va aller effectivement, pour le coup, on va aller acheter aux producteurs et aux industriels tous ces produits qui sont refusés en fait par les circuits classiques, et en fait on va les ramener en restauration collective et on va les revendre à des crèches, à des maisons de retraite, à l'armée, des entreprises, en fait tous les secteurs, l'hôtellerie, le plein air, les événements sportifs où il y a de la restauration, parce que ces produits sont très bons et qu'à partir du moment où ça passe dans la main d'un chef ou même pas pour certains produits bruts, et ben en fait on peut les consommer ces produits. C'est ce qui vous réunit un peu tous les trois, c'est à un moment donné d'avoir fait un constat qui commençait à devenir finalement assez insupportable et d'avoir voulu, c'est pour ça que je disais la marraine l'a fait, c'est-à-dire que vous avez chacun une citrouille, donc vous avez voulu faire un carrosse. Vous, par exemple Charles, le fourgon, c'est l'idée de remettre un peu la consigne dans les pratiques quotidiennes des Français, la consigne de verre, et c'est parti d'un constat aussi qui est assez énervant, disons, pour pas dire insupportable à nouveau, qui est les 60% de recyclage de plastique, de bouteilles plastiques seuil auquel plafonne la France, la courbe de bouteilles en plastique qui commence à remonter en production alors qu'on sait l'urgence que ça représente. Et vous étiez 3 papas lillois et vous vous êtes dit on va relancer le Milkman quelque part du passé. Oui, c'est exactement ça. On est un peu sur les mêmes constats, je pense, parce que on parle effectivement des 60%, c'est pour que la bouteille en plastique. Si on regarde le plastique en France, c'est 26% le recyclage. Donc, parce qu'on s'attaque depuis 2 ans et demi à la boisson, mais l'alimentaire est un énorme sujet sur les 2 prochaines années chez nous. Faire que les produits se retrouvent dans des bocaux réutilisables. Nous, le constat était vraiment basique. Au même titre qu'un légume, il y a un peu biscornu, on peut le manger. Pourquoi l'assiette, vous la mettez dans votre machine à laver quand votre bouteille, vous la mettez dans une poubelle? En fait, c'est quand même, depuis 40 ans, on a un monde d'ultra-industrialisation qui s'est créé et sur lequel il y a plein de défauts. Et on crée de la dette. On crée de la dette à la fois environnementale, à la fois locale, parce que forcément, l'industrialisation fait qu'on regarde un peu moins le local. Et donc, nous, avec le fourgon, on s'est dit il faut absolument
qu'on rechange ça, qu'on redonne une nouvelle vie à chaque produit. La bouteille, le bocal, une fois qu'il est consommé, on le remet dans nos caisses qui sont à l'écran. Et ces caisses, une fois qu'elles reviennent dans nos entrepôts, elles sont du coup nettoyées, et les bouteilles et les bocaux aussi, pour qu'elles puissent être remplies. Resservir une 40aine de fois. Et on va communiquer cette semaine sur une ACV, analyse de cycle de vie, parce que depuis 2 ans et demi, je suis un peu effaré d'entendre les industriels, ceux qui font beaucoup de plastique, dire non, le plastique, on sait le recycler, etc., parce que ça pèse moins lourd, etc. On peut finalement le considérer que c'est bon. Mais en fait, non. Des 3 utilisations seulement, une bouteille ou un bocal a un meilleur impact environnemental qu'un plastique à usage unique. Et finalement, cette bouteille, elle peut avoir 40 vies, c'est-à-dire globalement une grosse dizaine d'années, quoi. Donc il faut revenir à des bons sens. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Ouais. Et voilà. Et ce qui est génial, c'est qu'en 3 ans, en 2 ans et demi, on aura 3 ans dans quelques mois, on a pu développer 19 villes en France, 19 agglomérations avec quasiment 1 million de bouteilles et bocaux réemployés chaque mois. Et tout ça en croissance. Donc c'est que le début. Il y a encore 36 millions, si on regarde juste la bouteille, 36 millions de bouteilles consommées chaque jour en France et qui sont en plastique. 36 millions. 36 millions. Vous, Romain, du coup, vous êtes un ex de Danone et vous êtes aujourd'hui La Vie. Et vous vous êtes attaqué à un autre problème, selon vous, qui est le problème d'une alimentation trop carnée et un peu comme Charles, quelque part, en ayant pour ambition d'avoir un impact, justement, positif sur notre alimentation, enfin, sur notre dette environnementale. Oui, c'est ça. Bonjour à tous. Alors déjà, drapeau blanc, je ne suis pas végane. Je sais que ça peut aider à bien s'ouvrir les chakras sur le sujet. En fait, le problème de l'alimentation carnée, le problème de la viande, c'est que c'est hyper bon. En fait, on est tous quand même plus ou moins accros à la viande. Voilà, exactement. La charcuterie, n'en parlons pas. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de regarder la réalité du problème en face. Et on parlait tout à l'heure avec Foodwatch des consensus scientifiques, etc. En fait, aujourd'hui, après ce sera plus positif, je vous rassure, mais quand on regarde le problème de l'élevage intensif, c'est assez flippant, en fait. Donc, pour donner quelques échelles de valeur, parce que moi, je ne les avais pas du tout avant de rejoindre cette folle aventure. Aujourd'hui, on utilise 80 milliards d'animaux par an pour notre consommation. On utilise à peu près 80% des terres agricoles mondiales pour nourrir ces 80 milliards d'animaux. C'est à peu près 15% des émissions de CO2, le modèle de l'élevage intensif. Et le problème principal, c'est que d'ici à 2050, la demande va doubler. Et donc en fait, qu'on soit vegan, viandard, quel que soit notre point de vue sur la situation, il va falloir qu'on change nos habitudes. Donc il n'y a pas de solution unique. Le mieux, c'est de manger du cresson, évidemment, ou de manger en circuit court, etc. Mais la réalité, c'est qu'il y a une vraie tension. Si on prend la France aujourd'hui, on a à peu près 1 foyer sur 2 qui compte un flexitarien au sein du foyer, donc une personne qui veut réduire significativement sa consommation de viande pour toutes ces raisons. Mais on est le plus gros pays de mangeurs de viande au monde et en plus, c'est en croissance encore aujourd'hui. Donc on voit bien qu'il y a une vraie tension entre ce que les gens veulent faire, ce qu'on doit faire d'un point de vue scientifique pour réduire notre impact et notre pression sur notre écosystème et la réalité. Donc encore une fois, il y a plein de solutions. Il y en a une qui est d'un point de vue conceptuel et inattaquable, et c'est ça que je trouve super chouette, qui est les alternatives végétales, c'est-à-dire enlever l'animal de l'équation et au lieu de faire plante, animal, viande, faire plante, viande. Aujourd'hui, on a les capacités technologiques pour le faire, et donc ce concept est super chouette. Je pense qu'on va en reparler. Voilà. Il y a un gap entre le concept et l'exécution du concept. On est encore une catégorie qui est toute nouvelle. Et l'adoption de la nouvelle pratique, parce que c'est aussi des adoptions de modes de consommation dans vos 3 cas. Et comment est-ce qu'une fois qu'on a eu un peu la bonne idée, ou en tout cas l'idée qu'on a envie de porter, comment est-ce qu'on fait pour qu'elle passe l'étape d'après? Comment est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, vous, Faustine, comment se passe votre développement et comment est-ce que vous pouvez accélérer? Quels sont les freins et les moteurs de votre croissance? Alors, je pense que le premier frein, c'est la méconnaissance. Alors, le terme n'est peut-être pas le bon, mais en fait, on vient de partager 3 chiffres. Moi, la première, je connaissais pas. Je trouve qu'ils sont flagrants. Et pour autant, j'ai l'impression quand même d'être dans le milieu de l'alimentaire et de l'économie circulaire, mais je ne savais pas. Donc, je pense que c'est notre premier frein.
Le deuxième, mais qui est très lié à mon métier à moi, c'est le métier de la cuisine et de la restauration collective ou commerciale. C'est des métiers très traditionnels. Et qu'en fait, quand on arrive avec des produits qui peuvent un peu, qui ont une mauvaise image en fait, qui leur sont adossés, et ben en fait, il faut travailler au cas par cas, chef par chef, pour faire comprendre que c'est des bons produits, pourquoi on les a, qu'est-ce qui se passe, et qu'on a une responsabilité, parce que encore une fois, derrière, on a des agriculteurs, et pour donner juste un chiffre, c'est 20% de notre production française de légumes qui est gaspillée chaque année en France. On sait que nos agriculteurs ont du mal à se payer, donc c'est 1 heure sur 5 qui en plus n'est pas valorisée. Donc je dirais que le plus gros frein en réalité c'est celui-là, parce qu'à partir du moment où les personnes sont sensibilisées, je pense que j'ai, en tout cas pour ma partie, cette partie alimentaire, beaucoup moins de sujets à avancer. Et pour le coup, en plus, vous, comme Charles, peut-être à la différence de Romain, c'est aussi des pratiques qui ont eu, à un moment donné, le vent en poupe, enfin qui étaient du bon sens. C'est-à-dire que acheter une tomate au marché, à la limite, si elle était un peu cabossée, c'était plutôt une qualité. Faire appel justement à la consigne, c'était aussi un réflexe. Aujourd'hui, ce réflexe, est-ce qu'il est à nouveau, il est facile à embrasser? Et est-ce que, puisqu'on parle beaucoup de l'impact, vos clients viennent vers vous, par exemple le Fourgon, pour cette raison ou pas du tout? Alors oui, ça a disparu il y a 40 ans. Et il faut remettre le recyclage, c'est la 3e étape. Il faut d'abord réduire, réemployer, recycler et revaloriser. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est recycler et revaloriser. Sur la question pourquoi les clients viennent nous voir, alors je pense que l'étude de tout à l'heure, elle conforte vachement ce qu'on vit. Malheureusement, c'est fin du monde, fin du mois. Et donc, ce qu'on s'est dit, nous, il y a 2 ans et demi, si on voulait vraiment que notre sujet soit global et qu'on puisse rendre la consigne accessible à tous les Français, il fallait que le service soit au cœur. Et donc, la première raison pour laquelle nos clients testent une fois, c'est pour le service. On livre le même jour des produits en majorité locaux. On réduit la problématique de la poubelle parce qu'on la met pas toutes les semaines, on la met toutes les 2 ou 3 semaines. Je suis pas chez moi, je peux laisser les caisses devant chez le client. Et les prix sont globalement cohérents par rapport aux ceux du supermarché. Donc on a vraiment libéré tout ça. Et à la fin, on dit, vous faites un petit geste pour la planète. Et donc nous, notre stat, alors c'est en train de progresser, mais globalement, il y a 85% des clients au départ, qu'on les interrogeait, c'était avant tout pour le service, sur leur premier choix de raison. Donc c'est-à-dire que tout le monde dit qu'il y a un problème environnemental. Maintenant, c'est le gros paradoxe de la consommation aujourd'hui. On a un problème, mais est-ce que mon choix, il est en accord avec tout ça? Guidé par l'envie de résoudre ce problème, pas forcément. Si ça peut, tant mieux. Voilà. Et c'est vrai que, encore une fois, on voyait toutes ces grandes marques citées tout à l'heure sur les enseignes, etc. C'est un peu édifiant de se dire, finalement, en fait, c'est pas là où il faut aller. Ouais. Voilà, c'est tout l'inverse. Et donc voilà. Donc nous, on s'est dit, il faut absolument qu'on remette le service, et c'est pour ça qu'on est entre guillemets un distributeur. Et donc on va à domicile directement, et on a nos propres clients. Et les gens qui testent restent. Donc les stats sont assez importantes. En France, 98% des Français sont prêts au retour de la consigne. Donc il y a pas de problème, c'est pas une contrainte. Et c'est même d'ailleurs un truc assez génial, c'est que nous, on a transformé quelque chose comme 300 producteurs en 2 ans et demi qui sont venus sur les emballages réemployables. Une des raisons pour lesquelles ça s'est accéléré depuis 1 an, principale, c'est le coût de l'énergie. C'est que l'emballage coûte plus cher que le nettoyage. Et donc c'est en train de changer de manière drastique. On a des grands industriels qui nous rappellent aujourd'hui en disant on va s'y mettre. Ils voient bien que le sens de l'histoire fait que ça sera dans la loi très prochainement. Et donc on recrée tout ça. Donc voilà. Et la seule contrainte qu'on demande à un consommateur, c'est de payer 10 ou 20 centimes en plus une bouteille ou un contenant type bocal. Et quand on nous le rend, on lui rend cet argent-là et ça fidélise en plus. C'est consigné, d'autant que ce n'est pas un modèle par abonnement, c'est une plateforme e-commerce, donc on vient, on choisit son jus, son eau, son soda, sa bière, on clique. L'abonnement est induit parce que les gens restent et testent et ils restent. Ils rendent la bouteille. Voilà, ils rendent la bouteille. Romain, c'est marrant parce que justement, la vie, vous n'êtes pas arrivé avec une promesse frontale de solution de l'empreinte carbone. Pas du tout, vous êtes arrivé, on se rappelle assez bien de vos campagnes de lancement, avec un discours qui était plutôt de recréer du commun, de mettre autour d'une même table un juif, un musulman et un végétarien. C'était plus important. Viandard. Pardon ? Et un viandard. C'était plus important, cette idée-là, de rassembler autour de l'assiette. On le disait tout à l'heure, ça divise presque aujourd'hui. Ouais, ça divise énormément. Si on se plonge dans les réseaux sociaux, sur des Twitter de personnalités véganes, etc., on passe des grands moments. C'est un sujet qui divise énormément. Après, ce que moi je trouve intéressant, et je pense que ce qui fait que le point de vue de la vie est intéressant, c'est que
c'est un débat qui est un peu inutile, en fait. Il est fondamental, mais au final, de toute façon, il va falloir qu'on change nos habitudes de consommation. Tous les chiffres le montrent. Et en fait, on a pris le parti, pour essayer de rassembler le maximum, de déculpabiliser un peu les gens. Déjà, je pense qu'une façon de rassembler, c'est de ne pas imposer. De toute façon, il n'y a pas un modèle, je pense c'est pareil pour les trois, il me semble. Il n'y a pas un modèle qui est la solution unique. Peut-être que si demain tout le monde passe à la consigne, il y a d'autres problèmes qui vont se créer. Donc je pense que la première solution, c'est de ne pas imposer. Et chez La Vie, ce qu'on a décidé de faire, c'est de mettre quand même le curseur très très fortement sur ce qui rassemble en général les gens, c'est-à-dire le goût, le plaisir, le gras, le plaisir de cuisiner, de bien manger. Et puis l'humour, parce qu'en fait, on trouve que en général, voir l'humour gras. Pas mal, bien vu. Voir l'humour un peu gras, oui, c'est ça. En fait, on pense que faire sourire les gens, faire des produits qui sont très bons et qui sont gustativement super gourmands, et surtout ne pas imposer et déculpabiliser tout le monde et faire sourire les gens, c'est une façon au moins de susciter l'essai. Après, on a la chance d'avoir des produits qui sont vraiment pas mal avec des bons taux de réachat. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire, susciter un peu la curiosité. On est conscient qu'on rassemblera pas tout le monde et de toute façon, on veut pas imposer la solution des alternatives végétales, même si c'est beaucoup mieux que les produits qu'on souhaite remplacer in fine. C'est pas une solution qui est encore parfaite, mais on essaye effectivement d'intéresser un maximum de gens et on essaye un peu de casser l'espèce de mur entre les véganes qui regardent les viandards comme si c'était Cro-Magnon et les viandards qui regardent les véganes comme des illuminés complets. Des extraterrestres. On a justement vu passer la vidéo de crowdfunding, on était en train de parler un peu du manga, que ça se terminait aujourd'hui, de crowdfunding, d'ouverture de votre capital, pardon. Ça s'est clôturé hier ou aujourd'hui? Ça clôture à 23h59. Donc on en est où? C'est hyper impressionnant. On a effectivement, dans le cadre d'un tour d'investissement, on a décidé d'ouvrir notre capital au plus grand nombre parce que c'est un modèle que beaucoup de jeunes pousses utilisent. Et en fait, ce qui est chouette, c'est que même si le capital est assez cher, in fine, parce qu'il y a des intermédiaires, ça permet de créer une communauté ultra engagée pour défendre la mission, les valeurs et parler de la marque. Ça devient vraiment des ambassadeurs de marque. Et en fait, on avait un objectif de lever 1 million d'euros et on en est à 2,1. Et voilà, donc on ferme ce soir parce qu'il y a trop de monde. Et, on dilue quand même un petit peu notre capital, mais on est super content et surtout c'est à partir de 20 euros, qui est quelque chose qui nous importait beaucoup parce qu'on voulait aussi un peu démocratiser le concept du crowdfunding, qui est quand même un peu un truc de start-upper. Ouais. Et donc on a fait des publicités un peu décalées, on a mis le prix le plus bas possible et ça va être la plus grande campagne de financement participatif de France. Donc on est super content, un peu ému. Voilà. Faustine, est-ce que vous avez aussi l'impression que l'alimentation est un sujet qui divise à votre niveau, ou est-ce qu'à l'inverse, vous avez l'impression que là, vous êtes plutôt, vous mettez un peu tout le monde d'accord? Alors, je dirais que sur notre partie, c'est plutôt un sujet qui réunit, encore une fois, parce que nous, on travaille avec un secteur qui est intergénérationnel, de la crèche aux maisons de retraite, on parlait des sportifs, aux entreprises. Donc, c'est plutôt un sujet qui réunit, et encore plus quand on a un enjeu social, environnemental, parce que sans être anxiogène, mais malgré tout, on en a quand même un peu parlé, on a un réchauffement climatique, ou un dérèglement climatique, je ne sais plus le terme qu'il faut utiliser. En fait, où on va du coup avoir une baisse des rendements agricoles. On l'a dit tout à l'heure, c'est hyper intéressant. On a un maximum des terrains qui sont pour nourrir les animaux. En fait, je pense qu'aujourd'hui, l'impact de l'alimentaire, l'impact social de l'alimentaire, on parle de filière alimentaire parce qu'il y a plusieurs acteurs, des producteurs, des industriels, les distributeurs, les consommateurs, etc. Donc, aujourd'hui, je pense très clairement que l'alimentaire, le produit, et encore plus dans le contexte actuel qui est très difficile, on a besoin de se réunir autour de ce sujet. Donc je pense que même si aujourd'hui il est clivant, il peut être clivant, on a besoin aujourd'hui de retrouver cette responsabilité commune et cette filière alimentaire qui est très linéaire. C'est vrai qu'il y a des fois, moi, dans ma tête, je me dis mais quel dommage qu'on n'arrive pas à la remettre en cercle pour que ça rapproche en fait, parce qu'à force d'intermédiaires, on en oublie qui fabrique et qui fait. Donc, en tout cas, je pense que ça réunit. Vous avez aussi le gouvernement qui pousse quelque part. Enfin, vous, concrètement, vous aidez aussi la restauration collective à rentrer dans le cadre d'Egalim. Absolument. En fait, il y a aussi un sujet. C'est pourquoi nos clients, on parlait de pourquoi est-ce qu'ils vont vers la consigne, pourquoi est-ce qu'ils vont vers la lutte contre le gaspillage alimentaire. Parce que, on sait qu'il y a un enjeu environnemental, mais malgré tout, on a un enjeu législatif. Très concret. L'UE s'est réengagé il y a quelques mois
auprès des 27. Enfin, l'État s'est engagé. On a un label anti-gaspi national pour la restauration commerciale et collective qui va voir le jour au premier semestre 2024, pour lequel on est en train de travailler avec un groupe de travail. Et je dirais... Moi aussi, j'essaie un peu de faire ma part comme je peux, parce que parfois, on a l'impression que c'est un peu David contre Goliath, où j'essaie de remonter un peu en politique. Alors, j'aime pas trop ce terme, parce que très clairement, je suis pas du tout de ce milieu. Mais en fait, pour essayer d'être le porte-parole de cette filière qui est en souffrance. Et donc, oui, il y a des choses qui se passent. Et dans les points positifs, la France est un pays extrêmement engagé. Moteur. Voilà, extrêmement moteur sur ce sujet. Donc, les choses avancent. Ce qui n'est pas forcément le cas en matière de consignes. Vu les récents rétropédalages du gouvernement sur le sujet, quand on est aujourd'hui le fourgon et qu'on pense qu'on est arrivé à un point crucial de ce projet, comment est-ce qu'on interprète le rétropédalage du gouvernement ? Alors, je vais être positif. Je suis entrepreneur depuis 15 ans et donc le fourgon, ça fait 2 ans, donc on va rien lâcher déjà. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, ça passera et on sait que c'est le sens de l'histoire. Donc, faut pas se dire, il y a un rétropédalage, on ne peut plus vivre comme ça. Il y a besoin que le monde d'hier change drastiquement. Et ça, tout le monde partage ce point-là. Même le gouvernement, pour avoir eu un échange récemment avec plusieurs ministres, ils le savent. Le seul point, c'est qu'on essaye un peu de composer avec le monde du passé. De se dire comment on permet à des gens qui vivent sur une dette sociale ou environnementale depuis 40 ans d'exister encore ces prochaines années en leur laissant un maximum de temps. C'est un peu ça le problème. Et donc, on voit bien la difficulté il y a de l'emploi, il y a sur l'histoire de la consigne. Alors, parce que pour ceux et celles qui ne savent pas, il y a 2 sujets. Il y a la consigne sur le plastique, qui était en pourparlers depuis janvier, qui a été rebutée là récemment à cause d'un truc tout bête, c'est que les maires de France, MAIRES, ont tellement investi dans des unités de recyclage et de collecte de déchets à domicile, avaient du mal, un peu à la japonaise, perdre la face à leurs électeurs, où ils ont investi des millions d'euros. À Lille, vu qu'on est lillois à la base, ils auraient investi 50 millions d'euros pour améliorer un truc qui ne marche pas et qui va un peu mieux marcher. Voilà. Donc c'est à partir de quel moment on dit, bon ok, il y a 50 millions, on en met 25 encore pour améliorer et 25 autres pour changer le modèle. Donc ça bouge. Sur le verre, il y a une annonce fin juin de Bérangère Couillard qui a changé de ministère depuis. Donc, qui met en place une consigne d'abord avec des expérimentations avec des hypermarchés volontaires. Exactement. Sur le verre. Voilà, on est quand même. Mais c'est assez marrant parce que il y a la volonté, mais il n'y a pas encore totalement la contrainte en face. C'est-à-dire que même la loi AGEC qui flèche plutôt bien les sujets, loi AGEC, c'est 5% des emballages doivent être réemployés cette année. On n'en est qu'à 1%. Globalement en France, donc on est déjà quasiment mi-octobre, donc on n'y arrive pas. À un moment, il va falloir mettre un peu de contraintes légales en face, donc des amendes, tout simplement, un peu ce qui se passe un peu pour les fast-food où ça marche à moitié, etc. Il va falloir que la loi s'applique. 2027, c'est 10%, et 2040, c'est la fin de l'emballage à usage unique. Et donc, quand on regarde 17 ans par rapport à aujourd'hui, c'est cool, c'est fléché, c'est-à-dire qu'effectivement, je pense que la France essaye de faire beaucoup de choses là-dedans, mais on laisse un peu trop de temps. Et moi, je reviens juste à un truc qui est fondamental, et la raison pour laquelle j'ai monté cette boîte avec mes 2 associés, c'est changer les choses pour offrir un avenir un peu plus sympa à nos enfants. C'est vraiment ça le truc de fond. Donc j'invite vraiment tous ceux à se dire, mais en fait, qu'est-ce qu'on veut laisser ? Et nous, avec le fourgon, il y a un truc qu'on a réussi à changer, c'est au cœur des familles, parce qu'on parlait de débat et de plus ou moins est-ce que les choses sont acceptées, comment ils le vivent. Aujourd'hui, on a des ados qui demandent à leurs parents de dire « pas chez le fourgon ». Ah bon, etc. Donc ça, et d'un coup, ça rassemble la famille autour d'un sujet qui est l'écologie. Je pense que c'est exactement la même chose chez vous. Et donc, on arrive à y arriver au cœur de la famille sur des sujets qui sont finalement parallèles. C'est l'emballage, c'est 2-3% de CO2 en France, quand même. Mais après, il y aura le transport. Peut-être se dire, il faut peut-être voyager un peu moins quand même, ou différemment. Et donc, petit à petit, on arrive à changer les habitudes de consommation et la façon de voir les choses. Parce qu'effectivement, il y a un gros truc, c'est que les datas, elles sont peu partagées, les vraies datas. Ouais. Romain, sur un peu ce même registre des pouvoirs politiques, des lobbies, des forces, des vents contraires ou au contraire ceux qui vous poussent, vous avez quoi comme sensation aujourd'hui ? On nous met pas mal de bâtons dans les roues, c'est sûr et certain, et même si j'admets que la solution qu'on propose, transformer un pois en jambon, c'est un peu moins pragmatique que la consigne ou réutiliser les légumes qui sont un peu abîmés. Aujourd'hui, ça souffle un peu le chaud et le froid, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a 2 agendas, et je conçois que d'un point de vue politique, ils sont hyper compliqués à
à gérer ensemble. Nous, aujourd'hui, on a un vrai sujet sur les appellations de nos produits. Voilà, donc c'est le sujet principal qui est très appuyé par l'industrie, le lobby de la viande, qui défend son jardin, ce que je peux partiellement comprendre. Mais globalement, oui, c'est vrai que effectivement, c'est un peu David contre Goliath. Et dans la transition alimentaire sur les alternatives végétales, on a beaucoup plus de vent contraire que de vent dans le dos. Maintenant, voilà, il faut, comme tu le dis, qu'on lâche rien. Nous, on y croit à fond. Donc, je prends l'exemple de notre jambon végétal en toutes lettres, à la même taille, comme ça, bien écrit, qui vient de sortir. Je suis conscient qu'il y a beaucoup de barrières. Il y a aussi un mythe de la naturalité de la viande animale. Voilà, et beaucoup de choses que les gens ne savent pas, qui sont un peu cachées. Mais quand on regarde le produit pragmatiquement, il a moins d'ingrédients qu'un jambon porcin. Évidemment, il n'y a pas d'animal dans l'équation. On a une ACV qui montre qu'il y a 80% de réduction des équivalents CO2. C'est un meilleur Nutri-Score, c'est un meilleur Yuka, c'est le même score de transformation, parce que oui, c'est fait dans une usine, mais l'autre aussi quand même. Donc au final, il y a, quand on regarde vraiment juste la source de volume, il y a très très peu de raisons de mettre des bâtons dans les roues à cette transition-là. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a des gens de Fleury-Michon dans la salle, et je trouve que c'est vachement bien ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils ont fait un partenariat avec une entreprise végétale suisse qui s'appelle Planted pour voilà, faire des partenariats, essayer de au moins faire bouger les lignes. Herta également a lancé Herta Bon et Végétal, qui est une des marques leaders aujourd'hui. Donc voilà, petit à petit, l'industrie de la viande s'y met aussi. Et donc, ils vont se retrouver aussi face à un paradoxe même de vent contraire, vent dans le dos, comment on se positionne. Et j'imagine que d'ici quelques années, voilà, exactement, avec la transition qui est nécessaire et qui est quand même en train de se mettre en place petit à petit, on va tous souffler dans le même sens et essayer de faire en sorte que ces alternatives-là, à minima, on leur mette pas de bâton dans les roues pour que les Français puissent essayer et se faire leur propre opinion. Merci à tous les trois d'essayer et d'entreprendre. Bravo pour ce que vous faites. Et merci. Je vous invite à retrouver l'Assemblée. Merci beaucoup.